France Maghreb 2. Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. J'espère que vous avez passé un bon week-end. C'est parti pour un nouveau rendez-vous avec le LGF, le grand forum, jusqu'à 18h30. Votre talk de fin d'après-midi sur France Maghreb 2, comme tous les jours de 16h à 18h30. Avec au programme aujourd'hui, dans la dernière demi-heure tout à l'heure de sport, nous parlerons avec notamment le tirage au sort de la Coupe de France qui s'est achevé hier. Pour ce qui est des résultats, eh bien Ralph Beccheni vous les rappellera tout à l'heure, et ce tirage au sort donc important pour la suite de la compétition. Et donc Marseille, Paris, Lyon se sont qualifiés entre autres, voilà, pour les grosses écuries qui auront aussi fort à faire pour la suite de cette compétition. Place maintenant à la Coupe de la Ligue pour cette semaine et au retour au championnat, donc un mois de janvier qui risque d'être très chargé, bien sûr, pour ces équipes françaises. De sport, nous parlerons de la télé aussi tout à l'heure avec les programmes pour votre soirée de lundi. Et puis en notre ami Amar pour l'éphéméride que nous allons retrouver, bien sûr, les événements qui ont marqué la date du 9 janvier. Et nous sommes le 9 janvier justement. Et puis en guise de coup de cœur, tiens, c'est un peu un petit coup de cœur humoristique que je vous propose d'écouter aujourd'hui. Et c'est le genre de chanson qu'on retient comme ça une fois l'avoir entendu. C'est Flag. Le sketch s'appelle Louvienne Macaron Soxo. Écoutez plutôt, hein. Macaron Soxo, Soxo Louvial Macaron, Macaron Louvial Macaron Soxo, Louvial Macaron Soxo, Soxo Louvial Macaron, Macaron Louvial Macaron Soxo. Alors qui est capable de me dire ce que ça veut dire Louvienne Macaron Soxo? Bien forcément tout le monde. Enfin a priori ceux qui parlent le berbère, à savoir donc le couscous pour Soxo, Macaron pour les pâtes et Louvienne pour les haricots. Voilà. Et à l'occurrence, d'après ce que nous dit Fellag, tout ça évidemment sans viande. Voilà. Peut-être que ça peut faire aussi une petite dédicace. Je sais qu'il y en a qui l'ont fait en prenant cet extrait du spectacle pour le dire, voilà, tiens, en rapport avec le budget, enfin le loi de finances, voilà, adopté cette année en Algérie. Voilà. On parlera aujourd'hui à la une de cette émission, bien sûr, eh bien de l'image d'un dirigeant froid et sans scrupules, celle de Bachar el-Assad. Le président syrien s'est adressé à des médias français hier. Il se dit déterminé à libérer son pays des terroristes. Et puis nous parlerons de cet attentat qui est survenu ce matin, qui a tué 8 policiers tués en Égypte, tués dans une attaque au camion piégé dans la péninsule du Sinaï. L'attaque n'a pas été revendiquée, mais elle porte la marque de la branche égyptienne de Daesh, qui s'en prend régulièrement dans cette région aux forces de sécurité. Nous y reviendrons bien sûr avec vous, puis on parlera de cette situation de blocage, car c'en est une, au Maroc. Abdelillah Ben Karan, le Premier ministre, donc, a annoncé rupture des négociations et des discussions. On verra et on vous expliquera tout donc tout à l'heure. Ça fait quand même quelques mois que ça dure cette histoire. Allez, vos appels évidemment au 01 40 33 9000, 01 40 33 90 00 pour nous joindre, pour participer à cette émission bien sûr. Avec Hamid Karmani qui sera avec nous dans un instant sur France Maghreb 2. On commence comme d'habitude par le zapping. Le zapping, les meilleurs moments qu'il ne fallait pas rater à la télé, à la radio, sur Internet ce week-end avec la nouvelle Miss France, Miss Guyane, qui a été élue donc au mois de décembre dernier, qui a été victime d'une campagne absolument monstrueuse de racisme à son encontre. Et la question lui a été posée évidemment, comment réagit-elle? Comment vous viviez tout ça? Est-ce que vous vous y attendiez? Est-ce qu'on vous avait préparé à ça? Ou pas du tout? Vous l'avez découvert le soir de votre élection? Alors c'est vrai qu'on m'a pas du tout préparé à ça, mais en étant juste Miss Guyane, j'avais déjà eu droit à des propos racistes. On m'avait déjà comparé à des singes ou à déjà avant l'élection? Oui, déjà avant. Donc en fait c'est vrai que on peut pas vraiment s'habituer à ça, mais je m'attendais quand même à être critique un minimum, mais pas à ce stade. Mais le fait que je me connecte pas très souvent aussi sur les réseaux sociaux, et je ne sais pas aussi si c'est un hasard, mais le peu de fois où j'y vais, en fait je tombe plus sur des choses positives que négatives. C'est sympa, ouais. Donc du coup ça fait que je pense que c'est pour ça que ça ne m'atteint pas. Voilà. C'est plutôt un retour des médias ou des gens qui m'entourent qui fait que je suis au courant de tout ça, mais faut vraiment pas faire attention à ça parce que j'aurais pu être blonde, rousse, qu'il y aurait aussi eu quelque chose. Voilà, quelque chose. Une séquence de l'émission Enquête exclusive de Bernard de la Villardière diffusée hier soir sur M6 a choqué les internautes, puisque depuis hier soir on peut y voir toute une série de commentaires, puisqu'un reportage consacré aux Seychelles
Il a évidemment trouvé le moyen de parler de l'islam avec cet extrait. Je vous propose d'écouter, qui a choqué donc les téléspectateurs. Écoutez plutôt. Elle habite dans cette maison vétuste, sans eau courante ni électricité. Chrétienne, elle a décidé de changer de religion il y a 3 ans. Voilà, ça c'est un hijab. C'est ce que vous portez quand vous vous convertissez, pour vous couvrir. Mais la jeune fille s'est convertie à l'islam dans des circonstances particulières. Une connaissance m'a dit que les responsables du bureau islamique donnaient de l'argent aux gens pour qu'ils se convertissent. À l'époque, j'étais toxicomane, je fumais. Donc je suis allée là-bas et j'ai discuté avec eux. Ils m'ont converti et donné de l'argent. Et juste avant, le magazine Zone Interdite consacrait son émission à Dubaï. Vous allez voir que là-bas, même si l'alcool n'est pas autorisé dans la rue et dans les lieux publics, eh bien sachez que dans les soirées, dans les boîtes de nuit, dans les discothèques, ça coule à flot avec des dépenses absolument records de la part de hauts responsables, ou en l'occurrence des princes arabes. Et comme en témoigne cet extrait, des soirées qui peuvent atteindre jusqu'à 96 000 € pour une seule table. Incroyable. Les mecs, 2 prennent la Ferrari et 2 prennent le bateau. Face à ces 40 bouteilles de champagne de grande marque, le prince arabe abdique. Côté Liechtenstein, l'addition s'élève à 96 000 €. « 96 000 € sur une seule table, dépensée en moins de 2 heures. » Et pour terminer ce zapping, un échange tendu qui a eu lieu dans l'émission On n'est pas couché samedi soir sur France 2 entre Vanessa Burgraff et Vincent Payon qui était l'invité politique. Pardonnez-moi, mais Vincent Payon, Heureusement qu'on finalement, travaille comme ça. Oui, mais à chaque fois qu'on vous pose une question, vous ne répondez jamais, concrètement, de manière précise. Je critique de la raison pure, mais je ne voulais pas y aller. Je n'arrive même pas à croire que vous croyez à ce que vous dites. Bah si, et je vais même vous poser une autre question. Mais alors, Je ne sais pas si c'est un exercice professionnel ou si vous avez une intention de vérité. Moi, les gens qui sont dans la posture ne m'intéressent pas. Est-ce que vous cherchez à comprendre mon projet pour la France ou est-ce que vous voulez m'enquiquiner avec des choses qui n'y sont pas? Mais non, moi je trouve que votre projet est flou et je trouve que vous répondez. Mais vous m'avez même pas parlé des institutions de la France. Je propose une mutation totale du système politique français. Vous n'avez pas posé un mot. Vous me demandez quelle centrale nucléaire je perds. Vous êtes une mauvaise élève. Vous intéressez vous ne comprenez pas les grandes lignes. Vous n'avez pas de problématique. Et vous travaillez mal. Mais vous savez quoi, Vincent Payon? Non, vous êtes un mauvais professeur. Voilà ce que j'ai à vous dire. Voilà. Voilà, c'était un petit peu tendu entre Vanessa Burgraff donc et Vincent Payon. C'était samedi soir dans l'émission de Ruquier. On n'est pas couché, qui marche toujours aussi bien d'ailleurs. Au niveau audience, c'est rediffusé d'ailleurs le dimanche après-midi et la rediffusion marche également très bien. Allez, dans un instant, on va parler d'actualité avec vous, bien sûr. Tous les sujets qui vous intéressent, vous interpellent, vous êtes pour se faire les bienvenus. Tout le monde peut nous appeler 01 40 33 90 00 et je compte sur les habitués là pour laisser un peu leur place, pour laisser parce que j'ai eu des personnes qui m'ont dit oui c'est toujours les mêmes qui appellent etc machin. Bah oui, bah écoutez, nous on prend les appels comme ça au hasard au standard 01 40 33 9000. Donc pour les habitués, vous qui aimez participer à cette émission, n'hésitez pas aussi à laisser de temps en temps votre place à ceux qui souhaitent intervenir de manière plus occasionnelle. 01 40 33 9000, c'est là que ça se passe, c'est de l'authenticité quoi, c'est de la radio, de la vraie, comme on n'en fait plus beaucoup maintenant. 01 40 33 9000, vous nous appelez, on parle, on échange, on débat, on essaie de faire avancer le schmilblick quoi ensemble. Allez, juste après la pub, on est de retour avec Hamid Karmani qui est avec nous dans un instant. C'est un petit peu perdu là dans le secteur. Il arrive, ne vous inquiétez pas.
LGF, le grand forum, merci d'être avec nous en direct jusque 18h30. Ravi de vous retrouver bien sûr jusque 18h30 pour ce LGF comme d'habitude, comme tous les jours, pour vous permettre de réagir à l'actualité avec vous au 01 40 33 9000 par mail aussi. N'hésitez pas à utiliser les mails lgf@francemaghreb2.fr pour ce faire. Donc voilà, on peut aussi utiliser le bon vieux clavier pour s'exprimer et donc pour bien sûr intervenir en direct. On va parler donc dans un instant, le temps que notre ami Hamid Karmani arrive. Ah, il s'est un petit peu paumé dans le quartier là. Bon, en tout cas, il arrive visiblement. Donc aujourd'hui pour m'épauler, pour m'accompagner, pour réagir aussi avec vous à l'actualité. Bien sûr au 01 40 33 9000. Je sais que il y en a un qui trépide d'impatience de réagir à celui qui s'est exprimé, le président syrien Bachar el-Assad, qui a accordé une interview à 3 médias français. Kamel, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe, merci de me donner vraiment le temps de parole pour réagir, parce que c'est un sujet très important. Moi personnellement, je vais rentrer en détail ce que j'ai vu hier sur France 2. Ils ont montré l'image de Bachar par monsieur bien sûr Laurent le journaliste de France 2. Moi ce qui m'étonne, ce que j'arrive pas à comprendre de monsieur Christophe, c'est est-ce qu'ils savent ce que cet homme-là, qu'est-ce qu'il est? C'est le président de la Syrie. Mais est-ce qu'ils savent que ce soit Thierry Myriani, un député, qui part en Syrie, lui serrer la main, on ne sait pas, c'est un député qui est payé avec notre argent public, et on ne sait même pas qui paye ces voyages-là en Syrie, ce républicain de Thierry Myriani. France 2 et toutes les chaînes que vous avez citées tout à l'heure, je pensais France 3 Info et tout, est-ce qu'ils se rendent du compte, ces médias, que cette personne a du sang sur les mains? Est-ce qu'ils se sont rendus compte que ce type-là a bombardé son peuple, a bombardé, il a voulu déloger les terroristes, mais par contre, il a touché des civils, des milliers de civils. Moi, vraiment, je suis outré. Je me demande si je continue à payer ma redevance à ces médias qui sont en train de le soutenir. C'est un criminel, il faut le dire. Bon, ça y est, c'est dit, Kamel, c'est dit. Moi, je tiens à remercier Ousmane. Vous savez pourquoi, monsieur Christophe? Pourquoi? Ousmane, parce qu'il avait raison. Chaque fois que vous l'invitez, il dit des choses très vraies. Il dit que quand Hollande est parti en Irak, c'est-à-dire pour aller soutenir les gens qui combattent Daesh. Puis vous savez, Daesh, c'est vrai qu'on le dénonce, mais il y a aussi des chiites. On critique souvent on met Daesh, on laisse tous les dictateurs tuer, mais vous savez que les chiites aussi tuent. Les chiites sont en train aussi de massacrer des... Kamel, n'allez pas sur ce terrain-là, parce que vous tenez à dire qu'Ousmane a raison quand ça vous arrange. D'aller sur ce terrain chiite, sunnite, vous savez très bien que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et personnellement, il y a rien de choquant à ce que des médias aillent interviewer Bachar el-Assad comme ils peuvent aller interviewer comme se fait à l'époque Saddam Hussein ou Kadhafi ou bien d'autres d'ailleurs. Les dictateurs, c'est pas ce qui manque sur la planète. Donc je vois pas ce qu'il y a de choquant à donner la parole à Bachar el-Assad, d'autant plus qu'on n'a pas hésité à avoir la parole de quelques terroristes aussi qui s'expriment tranquillement à la télé. Donc voilà, ça suffit, ce 2 poids 2 mesures aussi. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, le docteur. là. Bonsoir, monsieur. Donc, est-ce que vous avez été choqué, vous, par l'interview de Bachar el-Assad? Pas du tout. Non. C'est pas comme ça. De toute façon, je veux faire plaisir à monsieur Kamal. Les jours de Bachar se comptent. C'est déjà pas pour le tuer. Donc, juste 2 points. Le retour de la France gaulliste. C'est les éléments de monsieur Fillon qui sont partis, les parlementaires, qui n'en déplaisent même à monsieur Paru. Qui a parlé, celui qui a soutenu Alain Juppé, l'atlantiste. Donc, juste 2 points. Donc, la France va jouer un rôle. Il y aura le retour à partir de mai-juin de l'ambassadeur de France à Damas et jouera un rôle. Il y aura de toute façon, on va finir avec la République arabe syrienne. Il y aura la fédération syrienne avec toutes les ethnies et tout. Donc, le système socialiste arabe et bassiste, il va finir. Donc, un arrangement total, ça va être entre Trump, tant mieux pour les peuples de Syrie, Chououb, Souria, qui vont se reposer. Donc, entre la France gaulliste, je pense que M. Fillon, s'il passe, et puis Trump et Poutine. Donc là, il faut s'arrêter de s'exciter.
pour monsieur Kamal et les autres, et les Arabes et les musulmans sunnites, et même les chiites. J'avance. Juste un point, monsieur, il faut voir monsieur Mélenchon ce matin avec Jean-Jacques Bourdin. Il a dit, le rôle de la France, c'est neutre, ni attaquer, ni faire de guerre. Il a dit que monsieur Hollande allait nous faire une catastrophe en bombardant Damas en 2012, par là. Voilà, donc, 2013, pardon. Donc voilà à peu près. Donc monsieur Bachar al-Assad, de toute façon, il est fini. Il y aura une fédération alaouite, sunnite, chiite, kurde, je n'en sais rien, turkmène. De toute façon, les plus grands perdants, c'est les pays du Golfe, les frères musulmans, et la France va retourner et jouer son rôle à Damas très très bientôt. Voilà. Merci docteur pour votre avis. Voilà, donc on a eu deux avis tout à fait opposés, choqués ou pas choqués par l'interview de Bachar al-Assad à la télé. Bon, d'ailleurs, on écoutait quelques extraits dans un instant. Abdelrahman, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe. Moi, je voudrais revenir sur les manifestations en Algérie, si vous permettez. Oui. Bah, alors, à propos des manifestations en Algérie, il y a eu quand même 64 arrestations ce week-end. Et visiblement, les ministres en question en Algérie sont en train de dire, bah voilà, pour synthétiser, en fait, sont en train de dire, voilà, pour ceux et celles qui ont voulu déstabiliser l'Algérie, vous voyez que l'Algérie est bien stable et tranquille. Donc, continuez de vous amuser. Oui, moi en fait, juste pour répondre à certaines personnes qui disent que les Kabyles, ils sont minoritaires en Algérie, que les Kabyles, ils cherchent à déstabiliser l'Algérie, etc. Juste pour leur faire rappeler que les anciens, l'artiste de la révolution algérienne, c'était Abdelrahman. Abdelrahman qui a été assassiné au 27 décembre 1957, quoi. Appelait, les historiens appelaient l'architecte de la révolution algérienne. Mais de toute façon, on a des centaines de colonels qui viennent de cette wilaya. Donc à cette époque, on était majoritaire. Aujourd'hui, comme par hasard, on devient minoritaire. Abdelrahman, je tiens à dire à ces personnes-là que les Kabyles ne cherchent pas à déstabiliser l'Algérie. Les Kabyles, la Kabylie, ça fait partie de l'Algérie. C'est une partie à part entière de l'Algérie. Non, mais il faut rappeler, Abdelrahman, pardon de vous couper, il faut rappeler que cette région, mais aussi d'autres régions d'Algérie, ont été des régions, par rapport de le dire, c'est pas un drame de le dire. Oui, justement, certains auditeurs, ils arrivent avec une analyse région-cri variable en disant que nous, les Kabyles, on cherche à faire un drapeau. Mais nous, on cherche pas à faire un drapeau. Nous sommes des Algériens. Parce que nous, les anciens, quand ils ont pris les armes contre la colonisation, ils ont défendu l'Algérie à part entière. Ouais. Ils n'ont pas défendu uniquement la Kabylie, parce qu'on a des colonels comme Krim El-Qassem, il est un des signataires des accords d'Évian avec Farhat Abbas. Quand il a signé des accords d'Évian, il a signé des accords d'Évian de Tindouf, des frontières marocaines, jusqu'aux frontières tunisiennes, frontières libyennes et l'Algérie entière. Il n'a pas dit que moi je cherche la libération uniquement de la Kabylie, c'est pas vrai. Ouais. Donc aujourd'hui, pourquoi on nous taxe comme quoi nous on cherche à faire un drapeau, à chaque fois on nous parle du MAC. Le MAC il n'est pas représentatif en Kabylie, je suis désolé, le MAC il représente peut-être 1%, et encore. Mais le MAC, il représente rien du tout en Kabylie. Nous sommes Kabyles, Algériens avant tout, nous représentons l'Algérie entière, sauf que nous, les Kabyles, on sort, on manifeste, on dit non à cette injustice, on dit non à cette loi qui est injuste. Parce que la loi de finances, en fait, c'est quoi? Elle touche les pauvres. Est-ce que c'est normal aujourd'hui, on augmente des produits de base de 30 à 40% et puis on dit à la population, faut pas sortir dehors, il faut rester mourir chez vous à petit feu. Mais c'est pas normal tout ça. Donc merci nous, ce qu'on dit aujourd'hui, on dit non à cette injustice, on dit non à cette loi, et puis on continue à manifester jusqu'au gouvernement. Soit il retire cette loi, soit il trouve une solution pour baisser les prix. Et on ne peut pas continuer comme ça. Et surtout, il ne faut pas nous taxer qu'on cherche à faire un drapeau. C'est pas vrai. Tout ça, c'est de la propagande justement du gouvernement. À chaque fois, les Kabyles ils demandent leurs droits. On dit oui, ils cherchent à faire un drapeau, mais depuis des années, depuis l'époque de. Merci Abdelrahman, on a compris en tout cas. Voilà, ton message. Il était important. Merci de l'avoir donné. 01 40 33 9000, bien sûr, pour continuer à nous appeler sur ce que vous voulez. Il n'y a pas de problème. Vous êtes les bienvenus dans votre talk de fin d'après-midi. C'est le LGF, le grand forum, bien sûr, en direct jusque 18h30. Il est arrivé, notre ami Hamid Karmani. Comment ça va, Hamid? Ça va bien, un peu débordé par les transports. Qu'est-ce qui t'est arrivé, là? On me dépose à rue de Belleville, j'arrive à rue de Ménilmontant alors que c'est à rue de Belleville. Ouais. Je prends un Uber. Ouais. Qui me fait tout un détour et je lui dis mais vous vous trompez de chemin, il me dit bah c'est un pool. Et juste pour en finir, il arrive sur la pente. Ouais. Et son moteur surchauffe. Ah ouais, non. Donc il a arrêté là juste à 1 kilomètre, donc je suis arrivé en courant. Il t'a fait payer?
Du coup, c'est débité. Ah ouais. Ah bah oui, c'est vrai que c'est débité l'Uber, c'est vrai. Ah ouais, d'accord. Donc ouais, mais la course même pas finie et tu payes quand même. Bon, très bien. Bon, sois le bienvenu, installe-toi tranquillement. On va prendre un auditeur, le temps évidemment de parler de ce premier sujet, à savoir de l'intervention dans les médias français. Je pense que tu as suivi ça, de Bachar el-Assad qui a été interviewé par 3 médias français. On va en écouter d'ailleurs quelques extraits. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir monsieur, quel est votre prénom? Oui, bonsoir, c'est Salim. Bonsoir Salim. Comment ça va Salim? Ça va très bien. Alors on vous écoute, qu'est-ce qui se passe? En fait, je voulais réagir concernant ce que disait Kamel par rapport à l'interview de Bachar el-Assad. Ouais. Bah moi je trouve que c'est une bonne solution. C'est une bonne solution. Une bonne solution de le laisser parler, de le laisser s'exprimer sur les médias. Il a quand même le droit de dire d'exposer son opinion. Donc je vois pas l'intérêt pourquoi ça le choquerait. Enfin, après que ça le choque, c'est son problème. Mais de là à dire qu'il ne comprend pas que le fait, ce n'est pas normal. Je sais pas moi je trouve que ils ont bien fait leur travail. Ils l'ont laissé s'exprimer, dire son point de vue par rapport à ce qui se passe en Syrie. Et puis voilà quoi. Merci Salim pour ton avis. Voilà, alors justement on en parle avec les auditeurs depuis tout à l'heure. Bien sûr, c'est cette interview qu'a accordé le président syrien. Il peut évidemment au lendemain de cette libération d'Alep, il se dit donc déterminé à débarrasser chaque centimètre carré de la Syrie des terroristes. Rare interview donc de Bachar el-Assad hier à nos confrères de RTL, France Info et LCP à l'occasion de la visite donc de 3 députés français en Syrie. Bachar el-Assad a reçu les journalistes dans son palais de Damas. Il est décrit par l'envoyé spécial de RTL comme prévenant mais froid et sans scrupules dans ses réponses. Lorsqu'on lui demande s'il n'y avait pas d'autre solution que de bombarder des civils dans la bataille d'Alep, voici ce que déclare le président syrien. Je propose d'écouter. Toutes les guerres sont mauvaises, mais la question c'est comment libérer les civils des terroristes dans ces quartiers. Est-ce que ce serait mieux de les avoir laissés sous leur coupe, avec les décapitations et les exécutions? Est-ce que c'est le rôle de l'État? Non, il faut les libérer. Alors c'est parfois le prix à payer. Mais à la fin, les gens sont libérés des terroristes. C'est ça notre devoir. Alors après la bataille d'Alep, Bachar el-Assad se sent-il proche de la victoire? Réponse, bien sûr, de Bachar el-Assad. Écoutez. Nous ne considérons pas cela comme une victoire, car une victoire ce sera quand nous aurons éliminé tous les terroristes. Mais c'est un moment critique dans cette guerre et nous sommes sur le chemin de la victoire. Interrogé enfin sur les accusations de crimes de guerre contre les populations civiles, le président syrien affirme que cela ne tient pas debout et il se targue d'avoir le soutien populaire. Et puis pendant ce temps, évidemment, sur le terrain, les frappes aériennes de l'armée syrienne se sont poursuivies hier encore sur la vallée de Wadi Barabaz, zone sous contrôle des rebelles. Voilà sur ce que l'on pouvait dire. Alors Hamid, première question, est-ce que, contrairement à quelques auditeurs, un auditeur en particulier, est-ce que tu as été choqué? Est-ce que les médias français donnent la parole à Bachar el-Assad? Pour moi, ma part, non, parce que c'est quand même le président syrien à ce jour et il a la légitimité de parler au nom du peuple. Et si un jour le peuple décide que ce ne soit plus lui le président ou leur représentant, ils se battront pour ça. Aujourd'hui, c'est pas le sujet de savoir si ça fait plaisir ou non. En tout cas, il a cette légitimité de parler. Et le fait que des députés français soient déplacés donc à plusieurs reprises d'ailleurs, comme Thierry Mariani, parce que c'est la 3e fois je crois qu'il se déplace, rencontrer Bachar el-Assad pour discuter avec lui, est-ce que ça te choque ou pas? Je suis assez partagé, parce qu'en tant que personne, ils ont le droit de se déplacer et de voir de leurs propres yeux ce qui s'y passe réellement, et d'échanger avec les autorités, mais ça en tant que personne. Maintenant, en tant que député, est-ce qu'ils ont la légitimité d'aller contre-circuiter un peu le dialogue diplomatique? Bon, c'est assez complexe. Moi,
je serais d'avis pour qu'ils soient assez libres et voir de leurs propres yeux aussi ce qui se passe là-bas. Et sur le fait donc qu'il dit finalement Bachar al-Assad dit il n'y a pas de guerre propre à propos des civils donc touchés par les bombardements. C'est le prix à payer malheureusement. Il n'y a pas de guerre propre et nous ne lâcherons rien tant que nous n'aurons pas débarrassé tous les terroristes de mètre carré par mètre carré de la Syrie. La guerre propre, c'est un concept américain. Pour nous, civils ou pour les populations, la guerre n'a jamais été propre, elle ne sera jamais. D'autant plus que là, dans cette grande, j'appelle ça cette grande guerre, parce qu'il y a beaucoup d'États qui s'y sont investis indirectement ou de façon non officielle. Et donc, c'est important aussi de dire que la guerre, ça sera jamais propre. Par contre, il y a des dommages collatéraux. C'est plus ou moins important de part et d'autre, que ce soit du bon ou du mauvais côté, chacun selon comment on l'interprète. Mais une guerre propre, je n'ai jamais vu. En tout cas, la guerre, elle a toujours été sale et elle restera. Malheureusement, il y aura toujours des morts dans ces conflits. Absolument. Un petit mot aussi parce que Abderrahmane nous a parlé de ce sujet, qui nous a appelé donc avant que tu arrives, à propos de la révolte qui est survenue la semaine dernière à Béjaïa et des arrestations qui sont également eu lieu ce week-end en Algérie par les autorités. On parle de 60 personnes qui ont été arrêtées et des ministres aujourd'hui algériens qui disent finalement à ceux et celles qui ont voulu déstabiliser l'Algérie, puisque c'est ce qui revient en grande partie, vous vous êtes trompé, l'Algérie est bien stable. Abderrahmane nous a appelé pour nous dire, pour réagir en fait à quelques auditeurs qui disaient que il accusait en quelque sorte les Kabyles de vouloir créer la zizanie en Algérie, et Abderrahmane a rappelé à juste titre que c'est cette région-là, et pas que celle-ci, mais en tout cas une des régions qui a été l'œuvre de grandes batailles en Algérie, la Kabylie. Alors peut-être que ce serait intéressant qu'on parle 2 secondes de ce qui revient aussi dans l'actualité, c'est le MAC et de ses positions un peu particulières et bizarres. Qui n'est pas représentatif, faut-il le rappeler, en Kabylie. Je crois que d'ailleurs, pour connaître un peu cette région et quelques personnes qui y habitent, il y en a même qui connaissent même pas le MAC. Donc, pour vous dire, quel est ton avis là-dessus sur cette grogne qui a débuté du côté de Béjaïa, mais pas seulement, puisqu'elle est arrivée quasiment à la banlieue d'Alger. Tout semble être rentré dans le calme aujourd'hui. Est-ce que tu crois, est-ce que tu penses, est-ce que tu penches vers ce dont en tout cas les autorités ont laissé entendre, une tentative de déstabilisation de l'Algérie? Alors, pour ceux qui connaissent l'Algérie et qui suivent assez régulièrement ce qui s'y passe dans les médias algériens, il y a toujours c'est une carte. On utilise cette carte pour dire que des forces étrangères sont en train de manipuler un petit peu et d'essayer de déstabiliser l'Algérie, ce qui n'est pas faux, mais ça ne doit pas être à chaque fois une carte qu'on sort à chaque mouvement citoyen qui réclame des droits. Je pense que c'est assez logique. Dans la société algérienne, les droits, il en manque beaucoup. Il y a des abus et on doit les dénoncer. Et la population, en l'occurrence à Béjaïa, a raison de dénoncer la hausse des prix, le manque de pouvoir d'achat, la discrimination. Vous allez me dire pourquoi je parle de discrimination, parce qu'en fonction ou non qu'on soit du pouvoir ou non, ou de tel parti ou tel parti, il y a discrimination. Donc voilà, je pense que c'est légitime. Les Kabyles, comme les Oranais ou comme dans le sud de l'Algérie, ont le droit à leurs revendications populaires, sociales et culturelles. Voilà, si vous avez envie de nous en parler, évidemment, 01 40 33 9000, mais de toute façon, tout semble être rentré dans l'ordre, en tout cas pour l'instant. Mais c'est vrai que les prix ont fortement augmenté, ce qui a évidemment suscité une certaine colère auprès de la population. Voilà. Donc... Pardon Christophe, je voulais juste réagir aussi sur parce que c'est vrai, à chaque fois on dit les Kabyles, Kabyles, mais les Kabyles sont toujours les premiers partisans de la démocratie et de la libération. La libération, je parle de la libération nationale, mais pas que nationale. Donc les Kabyles ont joué un grand rôle, et il ne faut pas dissocier les Kabyles de l'histoire de l'Algérie ou de les remettre en cause à chaque fois. On a quand même le colonel Amirouche qui a fait beaucoup parler de lui dans la région kabyle. Donc voilà, on a aussi dans cette région beaucoup de résistants et des gens qui se sont battus, comme ils se battent aujourd'hui, pour le respect de leur dignité et pour leurs droits.
Et puis une petite dédicace au projet de loi de finances 2017, puisque ça sera notre petit coup de cœur tout à l'heure. C'est un humoriste que tu connais forcément bien. Et quand on écoute cette petite chanson, ça nous reste dans la tête et elle est un petit peu vraie. Écoute. Sexo le couscous, macaron les pâtes et le viande les haricots. Voilà. Mais tout ça sans viande, Rizzi, hein, évidemment. Voilà, c'est un petit sketch qu'on écoutera évidemment tout à l'heure de l'ami Fellac, qui est d'ailleurs reparti en tournée en ce moment, un petit peu partout en France et en région parisienne aussi. On va faire un petit tour du côté du standard avant la pub et avant d'aborder un autre sujet, en l'occurrence le Maroc. Le Maroc qui se retrouve bloqué en matière politique. Vous savez qu'il y a eu des élections législatives il y a peu. Et pas d'accord trouvé, visiblement, c'est ce qu'a annoncé Abdelila Benkaran pour la formation d'un gouvernement pour l'instant. Donc c'est un petit peu 2 pas en avant et 1 pas en arrière dans cette situation de blocage depuis maintenant quelques semaines au Maroc. On fera le point dans un instant. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir Christophe. Oui, bonsoir, quel est votre prénom? Yves de Dijon. Bonsoir Yves. Ouais, ça fait 3 fois que je vous ai appelé en 6 mois, voilà, hein. Soyez le bienvenu Yves. Bonjour Hamid à côté de vous. Voilà. Oui, trop bien, c'est là, la musique, c'est comme des Chevaliers du Fiel, là, ouais, j'ai trop rigolé, hein, c'est une très bonne chanson. Et je voulais intervenir, Christophe. Hein. Allô? Oui, on t'écoute Yves, vas-y. Oui, votre émission, là, comment ça s'est fait avant? Voilà, vous parliez avec un avocat, hein. Oui, voilà. Ça c'était avant, oui. Oui, c'était avant, je peux intervenir là-dessus, hein. Bah non, c'est plus l'objet de l'émission, mon ami, là. Ah mince. Bah oui, oui. Là, je peux dire un mot quand même, non? Bah, le préférence, c'est que tu rappelles la semaine prochaine avec Maître Hassan Boukhalifa. Moi, je peux dire une chose, voilà, par rapport à l'avocat, autre chose, machin, vous parlez de Bachar el-Assad. Oui. Mais lui, ne vous inquiétez pas pour lui, hein, parce que lui, il va prendre un avocat, lui, il va le payer $1 million, $2 millions avec le pétrole, c'est Poutine qui paye. D'ailleurs, tout à l'heure, ce que vous aviez très, très justement, je me rappelle même plus, mais très, très justement, vous avez dit quelque chose par rapport à, bon, bref. Voilà, vous m'avez coupé le fil du machin parce que je parlais des avocats. Bon, bah écoute, la prochaine fois en tout cas, Yves. Merci beaucoup, à bientôt. 01 40 33 9000, bien sûr, pour intervenir, n'hésitez pas, c'est le LGF, le grand forum avec Hamid Karmani, qui est avec nous aujourd'hui pour parler d'actualité. Avant de parler du Maroc, Ali est avec nous, salut Ali. Oui, bonjour Christophe et bonjour à vos invités. Bonjour et à Ali. tous les auditeurs. Je voulais intervenir sur l'Algérie, apporter aussi quelques petites précisions sur les gens qui étaient sur place là-bas, qui sont revenus en France et qui ont témoigné que souvent c'était des petits groupes, des groupes de quartier qui descendaient, ils cramaient 2-3 poubelles et puis dès que la police est arrivée, ils se sauvaient. Et il y a aussi une chose qui est à préciser, c'est que en général la population algérienne est contre cela. Elle l'a fait savoir, ils étaient contre les dégradations, contre le détruire les biens publics, les commerces, etc. Des gens de quartier que les proches qui sont venus, ils m'ont dit que voilà des gens du quartier sont descendus, ils ont été attraper les jeunes, ils les ont frappés, etc. En leur disant mais pourquoi vous cassez les biens publics, pourquoi vous faites du dégradage. Ce qui veut dire que la population en général en Algérie ne tombera plus dans le panneau de déstabilisation comme vous le voudrez des puissances occultes ou je sais pas quoi. Donc la population elle est vaccinée, ça n'arrivera plus, il y aura plus de printemps arabe dans aucun pays arabe, c'est fini. Ils ont tous compris le système et la manière d'y arriver. Merci Ali pour ton avis. Hamid, tu partages un peu l'avis de Ali ou pas? Je partage en partie pour dire que oui, tout ce qui est dégradation, personne ne le cautionne, surtout que c'est les habitants eux-mêmes et les populations qui le subissent. Mais ne pas brandir à chaque fois la menace extérieure. En 2001, la marche en Kabylie, avec la répression qu'il y a eu, ce n'est pas l'extérieur. Ouais, il y a eu 130 morts. Hein. Voilà. Et ça, c'est un peu passé aussi sous silence. Hein. Exactement. Comme quoi, on a même entendu, non, il s'est rien passé en 2001. Vous plaisantez ou quoi? 130 morts en Kabylie. Bon, on y revient dans un instant avec vous, chers amis auditeurs. On va parler un peu de Maroc. Tiens, amis marocains, marocaines, à vous de nous appeler dans un instant pour nous donner votre avis sur la situation de blocage. Puisque visiblement, c'est un petit peu les choses changent de jour en jour. Vendredi, Abdelila Benkaran nous annonçait que finalement ça allait peut-être aboutir à un accord. Et puis hier, tout a basculé, plus d'accord. Blocage donc pour la formation de ce nouveau gouvernement dirigé par Abdelila Benkaran.
Bon début de soirée, merci d'être avec nous, et c'est lundi aujourd'hui, oui. Et c'est le LGF, évidemment, sur France Maghreb 2, avec vous, chers amis auditeurs. Votre talk de fin d'après-midi avec Amine Karmani, qui est donc avec nous, maire adjoint de la politique de la ville à Orly, mais aussi président de l'association Quartier dans le Monde, pour venir décortiquer l'actualité avec nous, après avoir parlé donc de Bachar el-Assad et de l'Algérie aussi. Je voudrais qu'on parle un peu de ce qui se passe au Maroc. Je sais pas si tu as suivi Hamid. Un petit peu. Alors, en tout cas, c'est un pas en avant, 2 pas en arrière au Maroc. Donc vendredi, le Premier ministre Abdellah Ben Kiran annonçait qu'un accord avait enfin été trouvé pour former un gouvernement. Cela fait 3 mois que après les élections, en tout cas législatives, que l'on attend ce gouvernement. Mais hier, coup de théâtre, il a annoncé donc mettre fin aux discussions avec 2 des partis pressentis pour faire partie de la coalition gouvernementale. Un petit mot sur la situation politique et donc cette situation de blocage un peu inédite, c'est vrai, qui peut quand même découler sur quelques conséquences et quelques problématiques au Maroc, Hamid. Dans une coalition, il y a toujours des négociations. Maintenant, sont pour la plupart des partis qui se connaissent déjà, des gens qui ont travaillé ensemble sur le précédent gouvernement. Donc c'est vrai que il y a un blocage actuellement. Pourquoi? Ça change de position du jour au lendemain. C'est vrai que tu le disais, Christophe. Il y a eu une négociation, ça devait avancer, et d'un coup, ça plante. C'est qu'il y a une faille, il y a un problème sûrement dans la vie politique ou même dans la constitution ou les lois qui instaurent un gouvernement au Maroc. En tout cas, si vous voulez nous appeler là-dessus, évidemment, n'hésitez pas à le faire en 01 40 33 9000. Et puis, puisqu'on parle du Maroc, vous savez que les autorités ont ordonné jeudi dernier la fermeture des écoles du réseau Gülen. Ces écoles dont la pédagogie est inspirée par Fethullah Gülen, prédicateur turc exilé aux États-Unis et à la tête d'un mouvement d'opposition qui donc prend le contre-pied du pouvoir turc et du président Erdogan. Il existe un réseau d'écoles Gülen et d'ONG dans de nombreux pays. Elles sont dans le collimateur donc d'Ankara. Le Maroc annonce qu'il ferme ces écoles. Ce fut donc annoncé la semaine dernière, jeudi dernier, des écoles qui sont présentes dans 5 villes du royaume, dans 5 villes dont Casablanca, la capitale économique. Voilà, un petit mot là-dessus. Je sais pas si tu souhaites en... Je l'ai suivi un petit peu parce que on a un projet de solidarité avec les enfants des rues à Tanger. Ouais. Avec notre partenaire, on parlait de ça, de ces fermetures d'écoles, et ils étaient très surpris, même au Maroc, parce que il n'y avait rien de politique à l'intérieur, il n'y avait rien de politique, et l'enseignement était très pédagogique et fonctionnait très bien. Donc ça a été une surprise, et en même temps, on a quand même en face un gouvernement qui doit faire pression sur le Maroc et qui doit pousser au maximum sur ces relations pour que ça s'arrête, tout simplement. On accueille Abdel qui souhaite revenir lui sur l'Algérie. Décidément, ça fait bien réagir. L'Algérie, Abdel, bonsoir. Ouais, bonsoir. Surtout moi, l'Algérie, je vois à la télé chaîne. Pour moi, c'est clair faut pas être naïf sur l'Algérie. C'est clair qu'il y a peut-être une centaine d'Algériens qui manifestent pour le pain et le lait pour que ça soit moins cher. Mais c'est sûr, il faut pas être naïf. Il y a une vingtaine de traites de lâches qui sont prêts à vendre l'Algérie pour prendre la place de monsieur Bouteflika, parce qu'on leur a promis, pour prendre la place du FLN, et ils sont prêts à mettre l'Algérie à feu et à sang et tuer des Algériens uniquement pour trouver une place à l'aise avec leur famille et leurs enfants, et ils s'en foutent qu'il y a le sang qui coule en Algérie, car on leur a promis ça. Et c'est juste une suite de la visite de monsieur Bernard-Henri Lévy, qui est venu en Kabylie. C'est la suite, tout simplement. Et comme je l'ai déjà dit, Christophe, chez nous, aussi bien que les généraux et quelques citoyens, la traîtrise est très facile. C'est ce qui arrive. Mais le gouvernement Abdel, attends, juste une question, Abdel. Le FLN et le gouvernement algérien sont des vrais pitbulls. Ils sont très attachés à leur indépendance, et je pense qu'ils vont les mater. Mais Bernard-Henri Lévy est venu en Kabylie? J'ai pas eu cette info, moi. Bernard-Henri Lévy a déjà tâté le terrain en Kabylie. Oui, mais il est pas venu en personne. Il a jamais foulé le terrain. Oui, mais il a déjà tâté le terrain, il a déjà trouvé les traites, il a déjà trouvé les gens qui veulent attends, mais c'est pas la même chose. Ce n'est qu'une suite. C'est pas la même chose, mon cher ami Abdel. Peut-être qu'il instrumentalise depuis effectivement l'étranger, mais il n'a jamais mis les pieds en Algérie. Non, il
il a eu contact avec une vingtaine de traites pour retourner l'Algérie, comme ça s'est vu en Irak, comme ça s'est vu chez Kadhafi, comme ça s'est vu chez Assad. Les Occidentaux, ils ne peuvent pas faire ça tout seuls, ils sont obligés de trouver des traites à qui leur ont promis la place du gouvernement qui a été élu démocratiquement. C'est comme ça et ça a toujours été comme ça. Hamid, vas-y. Ça marchera, Abdel a raison dans le sens où ça marchera toujours comme ça. On cherche des personnes, on trouve des personnes qui vont nous aider, quand je dis nous, je suis pas dans leur projet, mais qui vont aider à déstabiliser. Maintenant, ce qui me gêne, c'est toujours de stigmatiser. Abdel a commencé par la visite de BHL qui n'a pas existé, qui n'est pas vrai, en Kabylie. Excuse-moi pour l'erreur. Voilà, mais c'est pas et déjà en Kabylie. Quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui en Algérie, par rapport aux forces extérieures qui veulent déstabiliser. Vous savez que toutes les armes, la plupart des armes qu'on retrouve, ce sont à la frontière tunisienne. C'est pas en Kabylie. La plupart des armes qu'on retrouve, c'est à Ouedsouf. C'est dans les villes qui sont proches du désert. Donc pourquoi on remet toujours la Kabylie comme si c'était elle la traîtresse de ce pays, de la nation? Ouais. Non, c'est pas que c'est vrai, c'est que c'est là où le point est très chaud. C'est là où il y a des gens qui ont levé le doigt en disant la Kabylie, nous sommes Kabyles, on voudrait notre indépendance. Donc il faut aller là où c'est chaud. Parce que ça c'est une minorité, Abdel. Moi je regarde la chaîne algérienne. Exactement, sauf que ces derniers mois et ces dernières années, là où c'est le plus chaud, c'est dans le sud algérien. Et c'est avec les Mozabides. Par rapport à un conflit culturel avec des arabophones. C'est en Kabylie, ils jouent pas grand chose depuis ces 5 dernières années, à part le fait d'avoir cassé la région de toute dynamique économique. Ouais. Oui, mais si tu veux, pour trouver une excuse valable, vaut mieux aller voir la Kabylie, parce que la Kabylie, on sait, elle a toujours souvent levé le doigt pour avoir son indépendance. Donc, on va toujours trouver des gens pour cette cause. Et c'est là, et c'est une cause, après on va dire, c'est une cause juste, on va dire. C'est une cause juste. Alors, voilà. Abdel, mais faut faire attention aussi aux termes. La Kabylie, quand on parle de Kabylie, on parle pas du MAC. La Kabylie, c'est bien plus large. Et d'ailleurs, elle réclame pas son indépendance. C'est le MAC qui réclame une indépendance. Les Kabyles ne parlent pas d'indépendance. Les Kabyles que je rencontre me parlent souvent et me disent souvent, que ce soit dans ma famille ou dans des associations ou dans des villages, qu'on est algérien avant tout. Et ça, c'est la majorité qu'il faut entendre. Bien sûr. Bah oui, c'est pas le MAC qui ne représente absolument rien. Oui, mais n'empêche que monsieur Bernard-Henri Lévy, il a commencé à travailler là-dessus pour pousser quelques personnes de ses hauteurs à pouvoir se révolter, et ça commencera sûrement par là. Bah écoutez, espérons que vous vous trompez, mon cher Abdel. Merci beaucoup en tout cas. J'espère aussi. Merci à vous. Alors c'est vrai que cette histoire d'indépendance, ça vient du MAC, mais il y a aussi une histoire d'autonomie aussi, ce qui est pas la même chose. Hein. Voilà. D'autonomie. À l'origine, c'est une autonomie comme le font les États-Unis, comme le font l'Allemagne, c'est-à-dire une autonomie des régions. Pourquoi ? Parce que avec cette autonomie, les régions vont être en capacité de gérer des domaines qui vont développer la région, à savoir par exemple l'économie. Le tissu économique, on va le prendre en Kabylie, il est déstructuré, il est cassé. Et aujourd'hui, s'il n'y a pas il y a pas de travail, il y a le chômage en Kabylie, c'est aussi à cause de ça. Ouais. 01 40 33 9000, bien sûr aussi, si vous voulez nous parler de la situation de blocage, situation politique au Maroc. 01 40 33 9000. Alors on va passer à ton avis tranché, mon cher ami, t'es prêt ? Je suis prêt. Allez, c'est parti, jingle, on y va. Alors piétinez-moi, allez-y. Et je rappelle que vous pouvez évidemment réagir sur l'avis tranché de notre ami Hamid Karmani. Hamid, on t'écoute. Alors moi je voulais revenir parce que c'est vrai que ces derniers mois ça passait à côté, mais la Palestine est de retour sur la scène internationale. On en parle de plus en plus et malheureusement il y a aussi des faits comme il y a eu la semaine dernière où un camion a percuté dimanche à Jérusalem un groupe de soldats israéliens faisant 4 morts et 15 blessés, et dont on a dit de cet auteur de cet attentat, un sympathisant de Daesh. Donc aujourd'hui, un attentat, c'est automatiquement appartenir à Daesh. Pourquoi je dis ça ? Parce que c'est encore une stratégie de l'État d'Israël de dire, vous avez vu, votre combat en Europe, votre combat aux États-Unis contre le terrorisme, c'est le même chez nous. Désolé, ce n'est pas le même. Il est plus simple de dire État islamique pour avoir plus de compassion. Et là, entre autres, je ne sais pas, parce que il y a eu beaucoup de sources différentes, mais a priori, il s'agit d'un arabe.
Et je ne sais pas s'il s'agit d'un arabe israélien ou palestinien. Peut-être que Christophe, tu pourras m'apporter plus de... Oui, on va en parler dans un instant. D'accord. Ouais. Donc c'était pour dire que la Palestine était sur le retour sur la scène internationale. Exactement. Très bien. Vous pouvez nous donner votre avis, bien sûr, là-dessus. 01 40 33 9000. N'hésitez pas donc à nous appeler aussi pour réagir. Alors justement, puisque t'en parles, c'est aujourd'hui d'ailleurs les funérailles des 4 soldats israéliens tués hier à Jérusalem dans une attaque au camion bélier, une attaque imputée par les autorités à Daesh, et donc l'auteur, un jeune Palestinien, a été abattu. 9 personnes ont été arrêtées, dont 5 membres de sa famille. Son corps n'a pas été restitué. Sa maison devrait être détruite en représailles, et les forces de sécurité israéliennes ont également démoli la tente dressée pour le deuil. Voilà, sont là les informations que nous avons aujourd'hui. Voilà, il devait y avoir un rassemblement, en tout cas pour le deuil de cette personne. Tout ça a été démoli, et on connaît évidemment comment ça se passe, hein. La maison donc de ce monsieur donc de cet assaillant a été démolie, ou va être démolie, et la famille aussi vont subir les conséquences. Voilà, donc si par exemple Hamid tu commets un attentat, eh bien toute ta famille doit en payer les conséquences. Voilà. C'est la politique qui est exercée là-bas. 01 40 33 9000. Allô, bonsoir. Allô. Oui, bonsoir monsieur, quel est votre prénom? Oui, c'est Monsinissa. Bonsoir Monsinissa, vous nous appelez d'où? J'appelle de Paris. De Paris, qu'est-ce qui se passe? Vous voulez nous dire quoi Monsinissa? Écoutez, moi je voulais juste mettre un point de vue sur la personne qui vous a appelé tout à l'heure, comme quoi que les Kabyles cherchent je sais pas quoi, ils veulent dévier tout ça, alors que c'est totalement faux, hein. Nous, si on regarde bien l'histoire, avant, quand il y avait les Français en Algérie, on était en tête, hein. C'est nous qui, au contraire, les colons, ils ont même choisi, ils ont même donné ils ont même laissé choisir les Kabyles ils voulaient leur donner l'indépendance à nous. Parce que c'est nous qui faisions la guerre, et les autres, ils savaient même pas ce qui se passait. Donc, arrêtez de stigmatiser les Kabyles, parce que c'est toujours eux qui cherchent le bien pour l'Algérie. On n'a jamais, personnellement, j'ai vécu, je suis né en Algérie, en Kabylie, on n'a jamais eu de problème. Il y a plein de mosquées, il y a tout le monde, on est musulmans, il y a pas de débat là-dessus. Donc arrêtez de vous remplir la tête avec de fausses idées. Franchement, c'est malheureux. Bon, très bien. Vous êtes d'où de Kabylie? Moi, je suis Tizi Ouzou. Tizi Ouzou, très bien. Merci beaucoup en tout cas. Temlelit, merci beaucoup. Telmert. Merci, Telmert. À bientôt, au revoir. 01 40 33 9000, bien sûr, pour nous rejoindre. Tout le monde peut s'exprimer dans cette émission, donner votre avis. Tout ça doit se faire évidemment dans le respect, hein, et voilà. Et essayons de parvenir sur ce qu'a dit le copain. C'est vraiment pas utile, mais simplement votre propos à vous qui nous intéresse. Allô, bonsoir. Salut Christophe. Salut Sofiane. Ça va, tu vas bien? Sofiane Nagdari, je te présente Hamid. Sofiane, en fait, c'est un membre de la team LGF. Sofiane Nagdari. Ouais, Sofiane. Oui, c'est parti. Salam alaikum Hamid. Moi, excuse-moi Christophe, j'étais en train d'écouter et je suis tombé sur Abdel et ça m'a fait un peu sursauter. J'étais dans l'obligation d'appeler pour juste clarifier certaines choses. Et quand il parle de la Kabylie, c'est vraiment méconnaître l'histoire de cette région qui est une région révolutionnaire, et elle n'a aucune leçon à recevoir de quiconque sur son attachement à l'Algérie. Et c'est une région qui a donné énormément d'hommes et de femmes pour que l'Algérie soit indépendante. Maintenant, pointer du doigt une minorité, c'est vraiment, il faut utiliser les termes appropriés. Je comprends un peu le fond d'Abdel, mais quand on l'écoute, comme si il faisait un peu le jeu des séparatistes et des gens qui vous disent qu'on n'a rien à voir avec le reste de l'Algérie, on n'a qu'à demander notre indépendance. Et les gens surfent sur l'ignorance de l'histoire. Et ce qui a été joué un peu le jeu de certains du pouvoir algérien, c'est d'essayer de renier toute une identité berbère et une langue qui est ancestrale dans cette région du monde, et en Afrique du Nord. Moi, je voulais juste, et quand on parle d'autonomie, sur laquelle surfait un peu le MAC pour vendre un peu son projet, en essayant de
Alors, le MAC parle plus d'indépendance, hein, le MAC. Non, l'indépendance, parce qu'il a demandé un peu l'indépendance, parce que les gens qui étaient derrière lui, ils ont parlé que c'était impossible de soutenir sa proposition d'autonomie parce que ça concernait l'Algérie. Et si ça devient une indépendance et une, soi-disant, une colonisation, ça doit être au niveau des Nations Unies. Et là, il peut s'appuyer sur un soutien extérieur de l'Algérie. C'est juste un peu sur le soutien que monsieur Farhat Mhani a joué sur l'indépendance. Mais en vérité, quand on négocie, on essaie de demander beaucoup pour en avoir un peu moins. Et lui, c'est le modèle basque ou catalan. Mais juste pour rappeler que les ennemis de l'Algérie, moi ça se discute, hein, la décentralisation du pouvoir en Algérie, ça se discute. Si c'est des régions, il faut rappeler que l'indépendance de l'Algérie, elle a été divisée par 5 régions militaires, et c'était des régions autonomes, et ça a fait de l'indépendance de l'Algérie. Mais juste pour ça, c'est une question qui est algéro-algérienne. Farhat Mhani, s'il s'est appuyé, il a essayé d'expliquer ce projet à l'intérieur de l'Algérie, ça se discute, mais aller vers Israël et vers des pays ennemis de l'Algérie... Il a été reçu en grande pompe en Israël, faut le rappeler. Hein. En plus, il a parlé comme quoi qu'il allait reconnaître Israël, etc. Bref, ça... Mais juste la question de la décentralisation ou bien des Landes ou bien d'une Algérie fédérale, ça se discute, mais à l'intérieur de l'Algérie. Oui, bien sûr. Parce qu'on sait pertinemment aujourd'hui, c'est pas une crise financière ou autre, c'est une crise de gestion au niveau du pouvoir algérien, une crise de gestion. C'est pas une crise de personnes, d'incompétence ou bien de manque de moyens pour que l'Algérie se développe. C'est un problème de gestion. Mais c'est une question algéro-algérienne. Ce que je voulais dire, et un peu rappeler que cette l'Algérie sans la Kabylie, ce n'est pas l'Algérie, et la Kabylie sans l'Algérie, ce n'est pas la Kabylie en même temps. Hein. Hamid, quelque chose à rajouter par rapport aux propos de Sofiane? Non, je pense qu'il a raison dans l'ensemble. Hein. C'est aux Algériens déjà de choisir. C'est aux Algériens de savoir quel modèle ils veulent. Si on leur laisse aussi le droit de parler. Après, c'est vrai que par exemple sur les régions, moi j'aspire et j'espère que pour les Algériens il y aura plus de solidarité parce que ces régions, déjà le pouvoir donne plus à certaines régions. Et déjà entre le nord et le sud, il y a beaucoup de discrimination. Et on l'a vu avec les révoltes qu'il y a eu dans le sud algérien. Voilà, merci Sofiane en tout cas. Juste pour les régions, si on pense, parce que c'était le projet qui était préparé par les néoconservateurs, c'est diviser le Moyen-Orient sur des bases confessionnelles au Moyen-Orient entre chiites, sunnites, alaouites, etc., toutes les minorités confessionnelles. Et en Afrique du Nord, vu qu'il n'y a pas de chiisme, alors du coup on a choisi les ethnies. Et on revient sur l'histoire parce on vit depuis 1830 où l'Algérie a perdu tous ses archives après le départ des Ottomans. On ne sait pas est-ce qu'on a une identité berbère ou arabe et on surfe un peu avec le panarabisme. Bref, on a essayé d'effacer l'identité berbère qui est historique, que 80% de la population algérienne est d'origine berbère. Sauf qu'on est arabophone ou berbérophone en Afrique du Nord. Mais juste pour ceux qui sont derrière ce plan, si on pense que faire des fédérations ou des régions en Algérie ou dans le Maghreb pour s'entraider et se complémentariser au niveau de développement économique, ils se trompent. C'est des fédérations, des régions qui devaient s'entretuer pendant des siècles et des siècles, et c'était nourri par les ennemis de cette région. Le plan néoconservateur, on dit en arabe, c'est une chose qui est bénéfique, mais avec laquelle on veut du mal pour cette région du monde. Sofiane, pendant que je te tiens, dis-moi, est-ce que tu as été comme Kamel choqué par l'intervention de Bachar el-Assad? Pourquoi choqué? Je sais pas, Kamel, tu nous disais tout à l'heure qu'il a été choqué à ce qu'on donne la parole à un monsieur qui a tué tout son peuple. Hein, c'est notre Kamel? Ah oui, notre Kamel légendaire là. Ah mais il est choqué lui. Ah, il veut que Baghdadi prenne la parole lui, c'est autre chose. Bon. Mais que la caravane marche et voilà, j'ai pas envie d'utiliser le terme. Et lesquels babois. Merci beaucoup. Et voilà. Salut Sofiane. À bientôt, au revoir. 01 40 33 9000. Jamel Chaoui, salut Jamel. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Et puis je souhaite une bonne année à tout le monde. Mais moi je voulais juste rappeler quelque chose. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont nées en France et qui vivent en France et qui ont tendance à oublier que l'histoire de l'Algérie, quand même, on parle de ce qu'on fait, ça veut dire du temps de la colonisation et après, au-dessus,
on ne sait pas grand chose parce que tout a été brûlé par qu'on s'appelle l'armée française quand elle a pratiqué, elle a été brûlée, elle a brûlé les mairies, les archives, tout ce qu'elle a pu brûler, elle a brûlé. Enfin, la question c'est juste, je voudrais rappeler quand même, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent, qui disent à droite, à gauche, mais la guerre, elle a commencé où exactement pour l'indépendance? Je croyais que c'était dans les Aurès. Ouais. Et personne n'en parle. Les Aurès, ça se trouve où? Personne n'en parle aussi. Les Aurès, c'est vers les Chaouis. La guerre a commencé vers les Chaouis. Les massacres qu'il y a eu à Sétif, Guelma, Renchla, c'est dans les reportages français, ils le reconnaissent eux-mêmes qu'ils ont commis des massacres dans l'Est algérien. Ils n'ont pas commis des massacres juste pour le plaisir de dire on va commettre un massacre là-bas. C'est parce qu'il y avait une grosse résistance. Mais moi, j'aimerais quand même que les personnes qui interviennent rappellent quand même la vérité. Ce qui a été le début de l'indépendance. Le début de l'indépendance. Et il y a juste une expression que tout le monde a tendance à ignorer et qui porte bien son nom. Et moi, je veux pas faire polémique parce que mes meilleurs amis, ce sont que des Kabyles. Et c'est là qui m'aident à construire ma petite maison. Ce sont des Kabyles. Tu vois, je reste modeste cette fois-ci. Eh ben, pourquoi on dit les Chaouis des montagnes? Jamais personne s'est posé cette question. Merci Jamel pour tes interrogations en tout cas, et voilà, t'as aussi les Aurès fait partie d'une région aussi de contestation, et ça on le sait, c'est depuis des millénaires, hein, pas de souci là-dessus. Un dernier appel avant la pub sur ce sujet peut-être. Bonsoir. Allô? Ah très bien, 01 40 33 9000 en tout cas pour nous appeler, bien sûr vous êtes les bienvenus en direct. Il y a quelqu'un je crois. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe, c'est Kamel. Bonsoir Kamel, vous nous appelez d'où Kamel? De Paris. De Paris, qu'est-ce qui se passe Kamel? J'appelle pour l'Algérie, moi tout ce que j'ai envie de dire c'est que moi je suis... Allô? Oui, on t'écoute Kamel. Moi je suis arabe, je suis pas berbère, ma femme elle est berbère, et ce soir j'ai pas envie de m'embrouiller avec elle. Alors tout ce que j'ai à dire, soyez frères, soyez tous algériens, pour que je mange ma soupe ce soir s'il vous plaît. Très bien. Et entre parenthèses, je dis à votre invité, ne prenez plus les VTC, prenez les taxis. Moi je suis chauffeur de taxi, on est plus voilà, allez hop, t'as vu Hamid? Ouais, c'est noté. Voilà, merci beaucoup en tout cas, et bon courage ami taxi, tu vas pouvoir manger ta soupe tranquille ce soir. Et j'en profite pour vous dire que les Berbères vont célébrer le nouvel an berbère le 12 janvier prochain. Yennayer, c'est jeudi prochain. Voilà, on aura l'occasion d'en reparler évidemment cette semaine. Et Yennayer, c'est pas que pour les Kabyles, hein, c'est pour les Berbères. Hein, parce que on a tendance à dire ouais les Berbères c'est les Kabyles. Non, il y a énormément de Berbères en Algérie, au Maroc, mais aussi en Tunisie. Allez, on est de retour très vite dans un instant avec le j'aime ou j'aime pas. Et puis on va parler un peu de l'Égypte parce qu'il y a eu un nouvel attentat ce matin, décidément, en Égypte avec 8 policiers qui ont été tués. T'as un petit coup de cœur, Hamid, aussi à nous proposer tout à l'heure? J'en ai 2, mais je garde la surprise. Très bien, à tout à l'heure. Donc on est resté bien avec nous, c'est le grand forum LGF, tranquillement bien installé. Vous avez vu, quand on parle de l'Algérie là, tout de suite ça y va. Ah là ça décroche le téléphone, hein. Le nationalisme, il est de retour là, tout de suite. Le grand forum avec Hamid Karmani qui est avec nous. Hamid Karmani qui est donc maire adjoint chargé de la politique de la ville à Orly, président de l'association Quartier dans le monde. On parlait en tête de la Coupe d'Afrique des Nations qui va démarrer à la fin de cette semaine là. C'est parti pour ces quelques grands jours d'événements en tout cas footballistiques africains avec l'Algérie, le Maroc et la Tunisie qui se retrouvent donc présentes à cette CAN, et ça fait bien plaisir. Pour parler, est-ce que tu as un favori d'abord sur cette CAN, Hamid? D'accord. Hamid? Oui. Est-ce que tu as un favori pour la CAN? L'Algérie. L'Algérie? Tu crois qu'ils vont y arriver cette année? En tout cas, je l'espère de tout cœur. Hein. C'est une équipe qui se construit depuis 2008-2009, et aujourd'hui, elle a prouvé qu'elle était au niveau des plus grands. Donc, juste pour faire une petite parenthèse aussi. Nicolas Anelka sera présent à France Maghreb 2 pour faire les pronostics de la Coupe d'Afrique des Nations. Notre grand Nicolas Anelka bien sûr qui sera là pour décortiquer un petit peu nous donner en tout cas ses impressions concernant les matchs importants, que ce soit donc pour l'Algérie, la Tunisie, le Maroc.
mais aussi grandes équipes africaines. On rappelle que la compétition, ça se joue au Gabon, hein, c'est ça, hein, si je dis pas de conneries. Ouais, c'est ça, c'est au Gabon. Allez, on enchaîne avec vos appels au 01 40 33 9000. Monji, salut. Salut Christophe, bonjour à ton invité, Hamid, voilà, bonjour à tout le monde. Moi je voulais pas revenir sur les polémiques parce que tout ce qui est excessif, signifiant, et des mots qui étaient excessifs un peu comme les kelbs, comme ça, bon, parce qu'on n'est pas d'accord avec les gens, c'est pas la peine de les traiter de chiens. Moi je voulais revenir sur la question de l'Algérie parce que en fait, le pouvoir, il a une fois de plus réussi son coup, c'est-à-dire on parle de Kabylie, on parle de division, on parle pas des vrais sujets. Voilà. Déjà, tu connais ma position, hein, Christophe. Voilà, on en a parlé très souvent. Et j'avais déjà prédit que l'explosion en 2017 et pas qu'en Algérie, parce que tous les signaux sont au rouge. Il faut savoir lire un peu la mécanique. Et on est une génération qui n'a pas connu la décennie noire. La décennie noire, chacun il a ses jeux dessus, mais bon. La question qui est posée, pourquoi ces révoltes en Algérie? Et parce que c'est pas en Kabylie. C'est-à-dire on a fait d'un fait. C'est exactement ce qui se passait avec la loi de travail. C'est-à-dire le gouvernement il a laissé faire les casseurs, ou des fois il les a amenés à casser. Et après, on parle plus des vrais sujets, on parle des cassés. Voilà. Exactement. À Béjaïa, il y avait le bus qui a brûlé. On parle plus des bus, on parle plus des vrais problèmes qu'ils ont ramenés, qu'ils ont fait que le peuple descend dans la rue. Pas qu'à Béjaïa. C'était dans plusieurs villes. C'était à Batna. Aujourd'hui, il y a une manifestation devant la fac d'Oran des professeurs qui sont pas payés depuis 8 mois. Et plein de problèmes, et chaque fois c'est parce que tout à l'heure quand Sofiane il parle, il dit c'est pas une question d'incompétence. Évidemment c'est une question d'incompétence parce que on est indépendant soi-disant depuis 62, qu'on n'a pas mis notre politique à part la politique du hydrocarbure, c'est de l'incompétence. Est-ce que l'Algérie elle a comme richesse que les hydrocarbures? Voilà, si on n'a pas mis une politique autre que la politique de l'hydrocarbure, bien sûr qu'on est soumis aux fluctuations du cours. Ça tombe sur le sens. Okay, merci. Voilà. Monji, j'ai une petite question à te poser. Est-ce que tu as certainement vu la vidéo de Ahmed Chouchen, un ancien du fils? Dans cette vidéo, il appelle clairement à raser la Kabylie. Non, absolument pas. Ah bah absolument si. Pas. On l'a vu. Hein. Christophe, est-ce que tu comprends l'arabe? En tout cas, on me l'a traduit. Bon, voilà. Je te dis, moi, c'est pour ça, à chaque fois, je dis, je veux ostraciser personne. J'ai dit aux gens, arrêtez, lorsque vous comprenez pas une langue, arrêtez de vouloir monter. Il y a moi, je peux venir à votre radio, on prend la vidéo, et je veux vous la traduire mot par mot, et il y a aucun, c'est un commentaire de toute pièce, et on tombe dedans une fois de plus. Comme les gens qui voilà, c'est pour ça il faut voilà. Et moi je voulais revenir sur l'intervention de donc toi tu déments, toi Monji tu déments, donc il a pas dit ça. Absolument, il a jamais dit ça. Il a appelé à une manifestation pacifique. Il a dit tout simplement que la violence fait le jeu du pouvoir. Il faut pas y aller à la violence parce que on le sait maintenant par expérience. Si une révolte, elle commence à être armée, elle commence à être violente, elle donne les moyens de sa propre mort. Bah, je laisse les auditeurs qui comprennent l'arabe, donc aller juger par eux-mêmes, d'aller voir la dernière vidéo de Ahmed Chouchen. Voilà, vous pourrez ainsi voir. Je finis juste sur l'intervention de Bachar. Moi, ça me choque pas qu'il n'intervient pas. Et, ça veut dire les gens ils sont choqués par l'intervention, ils sont pas choqués par les massacres. Juste une chose qui me choque, ce que je dis, c'était le prix à payer. Ça me rappelle exactement le mot qui a été utilisé par Khan Mazar, et lorsqu'il a dit on était prêt à tuer jusqu'à 400 millions d'Algériens, 400 000 Algériens pour sauver l'Algérie. Merci Monji, à bientôt. 01 40 33 9000.
J'invite les auditeurs à aller voir cette vidéo de Ahmed Chouchen. Je sais pas si tu l'as vu, Hamid. Je ne l'ai pas vu et je pourrais pas te traduire. Voilà, tu parles pas l'arabe? Non. Non, bon, très bien. Donc on s'abstient. Moi on me l'a traduit et visiblement on m'affirme qu'il a dit ça. Donc allez vérifier, on en reparlera évidemment si vous le voulez bien. Avec vous, il est quelle heure? 17h30, bah c'est l'heure du j'aime ou j'aime pas, dites donc, on va y aller. Donc est-ce qu'un auditeur veut faire le j'aime ou j'aime pas avec nous là? 01 40 33 9 je prends un auditeur au hasard. Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Oui, c'est Méziane. Bon, Salam alaikum. Méziane, bouge pas, Oui. t'es arrivé au bon moment, on fait le j'aime ou j'aime pas. Alors reste avec nous tout de suite. Benoît Hamon, moi j'avoue j'ai été séduit par ce type de discours, Hamid. Ah, moi aussi. Ouais. Moi aussi. Benoît Hamon, aujourd'hui, c'est celui qui sort son épingle du jeu. Il prépare ça depuis un moment. C'est le Fillon de la gauche, je pense, du Parti socialiste. Pas dans les idées, heureusement. Mais c'est celui qui prépare le mieux et depuis un petit moment. Et on voit fleurir un peu ses portraits un peu partout dans Paris. Ce qui n'est pas anodin. Ouais. Mais son discours sur la laïcité est très très intéressant. Sur le fait, d'abord, vous avez remarqué, il parle lui du foulard. Il parle pas du voile, et il confond pas tout entre le voile, justement, le voile intégral, celui qui est interdit effectivement, et le foulard, qui est pas la même chose. Il se prononce pour lui finalement les sorties scolaires, y compris pour les femmes qui portent donc le hijab. Il est contre l'interdiction du hijab à l'université. Ça ne comporte pas, selon lui, un trouble à l'ordre public. Donc là, il va à l'encontre de Manuel Valls finalement sur cette partie-là. Et le débat risque d'être extrêmement intéressant jeudi entre 3 personnes, peut-être même 4. Manuel Valls, on connaît tous sa ligne. Benoît Hamon et Arnaud Montebourg, qui sur beaucoup de points se rejoignent. Et puis un qui vient aussi apporter sa petite pierre à l'édifice quand même, Vincent Payon. Donc ça va se jouer entre ces 4-là finalement, Hamid. Est-ce que t'as un favori dans cette primaire de la gauche là? Est-ce que tu peux nous donner là aujourd'hui en ce 9 janvier les deux qui seront qualifiés au second tour, selon toi? Selon moi, ouais, selon moi. Alors là, je parle pas de mes opinions, mais je pense que Valls ira au deuxième tour avec Benoît Hamon. Benoît Hamon, ouais, qui pourrait être donc la surprise. Et donc Benoît Hamon, deuxième tour, pourrait battre Valls? Si les socialistes et les personnes qui auront voté pensent que c'est une bonne ligne de gauche, je pense qu'il va les battre. J'ai discuté avec beaucoup de socialistes et il y a une fronde aussi contre Valls. Bon. Ouais. Il y a une grosse fronde, on ne l'entend pas parce qu'elle est dans le parti, mais c'est vrai que je vois bien Benoît Hamon gagner sur le second tour. Alors ça te parle ça, puisque toi t'es en charge de la politique de la ville à Orly, sur le fait qu'on baisse les subventions concernant les associations qui œuvrent pour des quartiers, etc. Ce qui laisse peut-être l'occasion aussi à certains individus de faire du cultuel, mais du mauvais cultuel finalement, et de ce qu'on peut retrouver maintenant aujourd'hui avec ces idées qui se propagent. Est-ce que ça aussi c'est un problème, le fait de baisser les subventions ou de ne plus s'intéresser en tout cas aux associations qui jouent un rôle primordial dans certains quartiers, notamment Orly aussi? La question elle se pose. Maintenant je vais déplacer le problème parce que on n'a pas compris que les associations, oui il y en a beaucoup qui jouent un rôle important. Et on parle dans l'éducation populaire de tout ce maillage qui est très important au niveau social, mais aujourd'hui l'éducation populaire a changé et elle n'est plus représentée, au moins dans beaucoup de quartiers, par des associations classiques. Donc il faut donner plus de moyens et pas les diminuer, mais en même temps il faut rééquilibrer les moyens en fonction des acteurs qui sont sur le terrain et pas des acteurs qui ont le plus d'adhérents. Et là je parle des grosses associations qui raflent toutes les subventions qu'elles peuvent prendre et du coup on oublie toutes les petites qui elles ne sont pas professionnalisées, qui luttent sur des petites actions et pour qui on a de l'affection mais les moyens restent très limités. Très bien. Eh bien, vous pouvez nous donner votre avis si vous le souhaitez, bien sûr. Alors moi, on a pour tradition dans cette émission, c'est vrai que de passer les politiques comme ça qui dérapent, qui ont des petites phrases qui peuvent être extrêmement dangereuses et qu'on vous invite à décortiquer. Mais là, aujourd'hui, c'était un petit coup de cœur, voilà. C'est vrai qu'encore une fois, on partage pas non plus tout ce qui est dit du côté de chez Hamon. Mais en tout cas, ça fait plaisir d'entendre un politique, un candidat en l'occurrence, qui parle ainsi. Ça fait du bien quand même de voir qu'il y en a qui se dégagent. En tout cas, dans un instant,
Hamid Karmani, on va connaître tes coups de cœur. Tu nous laisses toujours la surprise? Toujours. Allez, dans un instant, ne bougez pas, la surprise de coup de cœur d'Hamid Karmani. Avant 18h, juste après, je rappelle qu'on retrouvera l'ami Amar pour l'éphéméride et les événements qui ont marqué la date du 9 janvier. On retrouvera aussi la télé, le sport avec le tirage au sort de la Coupe de France qui a eu lieu hier. Et puis bien sûr, le sketch de Pellag que l'on écoutera tout à l'heure, Loubienne, Macaron Soxo. Ah oui, ben une panoplie pour ce soir, et donc à notre ami Taxi va pouvoir manger son couscous tranquille, enfin sa soupe en l'occurrence, tranquille, puisqu'il y a évidemment aucun problème entre Kabyles, Arabes ou je ne sais quoi. L'Algérie est un pays à part entière, et que ce soit de la Kabylie, des Chaouis, de Ouaharan, de Alger, en passant par Tamanrasset, l'Algérie est un et unique seul peuple indivisible. À tout de suite.